comme je vous disais, nous avions entamé la position particulière de Niki de Saint-Phal en tant que femme, en tant qu'artiste, ayant rejoint le groupe des Nouveaux Réalistes. Donc, je me situe sur le sol français. Peut-être vous dire déjà, elle est la compagne en même temps de Jean Tinguely, avec qui elle va partager certaines démarches. Mais ici, dans la période du tout début des années 60, elle déploie une attitude un peu particulière. Elle va souvent apparaître dans les images. Je vous redis qu'il y a des photographes à l'époque, notamment l'appellation Harry Shum qui apparaît. Donc à l'écran, il y a des photographes qui ont suivi les nouveaux réalistes, qui ont gardé trace de leur action, puisqu'ils vont aussi ne pas simplement se satisfaire de la conception d'un travail qui pourrait faire l'objet d'une présentation dans une galerie, dans un musée, mais s'atteler aussi, être présent face à un public, inviter également un public à contribuer avec eux à des actions. Et donc, il est intéressant de préserver par l'image ces temps particuliers où ils se mettent en situation, ils se mettent en jeu, ils se mettent en scène, si vous voulez. On la voit ici, avec sa 22 long. Alors, peut-être vous rappeler, parce que je n'avais pas pris le temps de le faire la fois dernière, peut-être vous rappeler que nous nous trouvons dans une période un peu particulière entre 1954 et 1962. C'est malheureusement la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance donc algérienne, où la France va souhaiter à un moment donné prendre possession du territoire et l'Algérie devra combattre pour être reconnue dans son indépendance. Et semble que Niki de Saint-Phal ait fait une sorte d'association entre son parcours personnel, ce qu'elle a vécu, que je vous disais en tant qu'adolescente, avec un père qui n'avait pas spécialement de respect pour elle et même d'action assez violente à son égard, et ce qui se vivait à une échelle beaucoup plus grande, donc de l'attitude de la nation française à l'égard de l'Algérie. Donc, cette position qu'elle a d'intervention avec violence, une carabine qui va tirer sur une structure, une composition qu'elle met en œuvre avec sa peinture, donc fait ce lien à sa propre histoire, donc hypocrisie qu'elle vit chez elle, et ce besoin donc de trouver un exutoire par rapport à ce moment, ça je crois vous avoir lu. Et quand on voit ces propositions donc du début des années 60, elle recrée des sortes de tableaux en mélangeant, en assemblant des matières qu'elle récupère, qui sont associées à une forme de plâtre, si vous voulez, qui permet donc de solidifier ces éléments sur le fond. Ici, on peut voir qu'elle crée un personnage, mais elle intègre à l'intérieur de cette structure construite avec le plâtre et ses objets, des poches qui sont remplies d'une quantité de matière colorée, donc qui pourrait, au fur et à mesure de son tir, être touchée et à partir de là, donc libérer la quantité de peinture, ce qui crée, comme elle le formule ici, une sorte de saignement qui pourrait alors rappeler les blessures qu'elle a endurées quand elle était adolescente. Donc elle transpose littéralement par son travail sa propre situation qui fait écho au nombre aussi de personnes donc, qui seront victimes de cette guerre entre la France et l'Algérie. Donc là, il y a une référence, un élargissement depuis sa propre histoire, son développement personnel à un état politique. C'est une sorte de parodie qu'elle peut faire par rapport à sa pratique artistique et à cet événement de guerre qui sera connu. De violence parentale, d'inceste et qui utilise l'actualité pour... Donc là, il y a des interventions. Il y en a parmi vous qui n'ont pas coupé leur micro, j'imagine, voilà. Donc, il y aurait une relation, une parodie qu'elle fait à partir de l'art par rapport à sa propre histoire et par rapport à cette guerre, donc qui va toucher une population assez vaste et qui était répandue, connue évidemment à très grande échelle. Ce que j'avais lu également, c'est que donc Niki de Saint-Phal va être violée par son père dans sa jeunesse.
Après, à l'âge de 22 ans, elle va passer par une période de dépression assez importante. Elle sera traitée, dit-on, avec des électrochocs. Elle sera en psychiatrie, mais finalement malmenée à travers cette psychiatrie. Et se tournant vers l'art, elle va pouvoir travailler avec l'art, cette guérison possible, si vous voulez, de cette phase importante de sa vie. Donc, elle va par la suite fonder sa famille, aura des enfants. Et puis, elle choisira Jean Tinguely pour une phase un peu plus réjouissante, si vous voulez, de son existence. Donc, voilà. On pourrait, globalement, me vient cette idée, on pourrait, quand on voit ces structures qu'elle élabore avec ses assemblages, penser évidemment au travail qui avait été élaboré par Rauschenberg quelques années plus tôt, quand il parlait des combined painting. Donc, il élargissait l'usage de la peinture à l'assemblage d'objets. Donc là, on peut établir des correspondances entre des attitudes d'artistes vivant sur le sol américain et ces nouveaux réalistes installés sur le sol français, elle étant franco-américaine, puisque son père était américain. Donc, si vous voulez, il y a une situation assez similaire dans cette capacité à associer la peinture à des matériaux qui sont collectés et qui vont lui permettre de constituer un relief réel sur ces surfaces dans lesquelles la peinture se mêle. Donc voilà, je crois vous avoir encore montré cette image-ci. Et là, de nouveau, on peut découvrir, donc par l'intermédiaire de la prise de vue d'Harry Chung, la présence de Nikit Saint-Phal, la présence de Tinguely, et ensemble, ils interviennent avec revolver carabine sur une espèce de porte de garage sur laquelle elle est venue souder, si vous voulez, fixer différents objets, parmi lesquels se trouvent ces poches de peinture qui se libèrent au fur et à mesure des interventions violentes, mais qui vont, elles aussi, lui faire un effet extrêmement libérateur au fur et à mesure de cette pratique. C'est très court, hein, c'est 61-62, donc ces tableaux tirs occupent une période extrêmement brève dans son travail. Si nous poursuivons, vous voyez l'année de 63, j'ai pris 2 travaux qui font partie des collections du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Donc, vous les avez placés ici, sur cette même vue, crucifixion que vous voyez légèrement surélevée, donc fixée sur le mur, sur le panneau vertical. On va le voir de plus près, donc ce corps qui est suspendu, pour lequel vous voyez une ombre quand même assez importante. Et puis cet attroupement de visiteurs qui se retrouvent devant un autre personnage, donc constitué dans ce même moment de sa réflexion, qui s'appelle la mariée. Et elle, donc présente en blanc, placée directement sur l'estrade. Vous voyez aussi, je vous montre cette image pour que vous découvriez, donc ces personnages s'inscrivent dans des dimensions qui sont plus grandes que le corps, je dirais, normal de l'humain, donc 2 femmes. Vous pouvez peut-être distinguer avec des dispositions de corps qui ne sont pas tout à fait conformes à l'anatomie classique. Et à l'intérieur de ces personnages, si on prend justement la mariée, on peut découvrir qu'il y a de nouveau une association de quantité de petits objets qu'elle a rassemblés. Donc vous arrivez probablement à les découvrir en prenant un peu de temps. Donc ce sont des petits jouets, entre autres. Vous avez des poupées qui se lisent entières ou morcelées. Il y a des petits oiseaux, notamment une sorte de petite perruche sur le haut de l'épaule. Si vous descendez vers son poignet, à elle de son bras gauche, vous découvrez des voitures. Il y a des petits animaux également. Il y a des espèces de fleurs en plastique. Mais vous voyez ici, c'est totalement unifié par la présence d'une seule teinte. Vous percevez un buste qui est très large, qui est difforme, avec une petite tête légèrement inclinée. Et puis, vous avez à la hauteur, je dirais, de la poitrine, du sein, une sorte de béance, donc un trou qui est manifeste à cet endroit-là. Donc, tout le haut, tout le buste de la mariée est constitué de cette évocation de l'enfance par l'intermédiaire de ces petits jeux qui sont donc fragmentés, qui sont morcelés.
Et au fur et à mesure que nous descendons dans la lecture du corps, on découvre donc qu'elle est vêtue d'une sorte de grande robe avec de la dentelle, mais le tout semble complètement figé, de nouveau par l'usage du plâtre et les éléments qui sont collés à l'intérieur de cette structure. Donc on vous précise, il y a une forme de grillage qui constitue l'ossature et sur laquelle elle vient déposer cette robe en dentelle et puis fixer les différents éléments avec le plâtre qui recouvre le tout. Vous voyez, le personnage mesure 2,26 m de haut et puis on a une largeur de 2 mètres pour la partie la plus importante et une épaisseur d'1 mètre. Donc, c'est un peu similaire. Si je prends la conception du travail qui est placé à proximité au musée, donc par rapport à une appellation assez forte qu'elle utilise, qui est crucifixion, c'est la même manière de fonctionner. Avant de réaliser des personnages ici en polyester, elle a d'abord travaillé avec du papier mâché, puis progressivement, elle a mis en œuvre d'autres matières. Alors, vous voyez, il y a de la mutilation qui intervient quand vous observez au niveau des bras, les avant-bras, les mains ne sont pas présentes ici. On a cette évocation presque archaïque, j'allais dire primaire, de la femme, avec l'importance donc du buste, de la poitrine, la partie sexuelle qui est bien visible, les chaussures avec, je veux dire, un talon important, et cette idée d'avoir transposé cette crucifixion, non pas par l'intermédiaire d'une présence masculine, mais féminine, personnage avec des petits bigoudis, de nouveau, petite tête, c'est pas là que l'importance se trouve pour Niki de Saint-Phal, par rapport à l'importance du buste, de nouveau, usage de matériaux de récupération, et quand on peut, voilà, s'approcher, vous voyez peut-être dans la partie inférieure droite de l'image, ici il n'y a pas cette uniformité constituée par l'usage du plâtre, tous les petits objets assemblés sont perceptibles directement pour notre œil à travers, vous voyez, une diversité de matières, beaucoup de plastique, de couleurs, et cette espèce de condensation qui donne cette épaisseur au personnage. Alors c'est assez curieux parce que si je vous remets la vue globale, voilà, les visiteurs, si simplement vous les faites un peu glisser à l'avant, quand ils sont au niveau de la crucifixion, ils découvrent du corps essentiellement la partie sexuelle de la femme et n'ont pratiquement pas de contact avec l'expression du visage. Donc probablement ce choix que fait Niki de Saint-Phal d'avoir une tête voilà, qui est toute petite, restreinte, et qui n'est pas l'élément premier à travers lequel elle signifie l'importance donc de sa sculpture ici. Donc ça, c'est une période intermédiaire où elle parle encore de souffrance, de difficultés, traitant de la femme dans toutes ses fonctions, dans tous ses rôles, une espèce, je dirais, d'évocation assez universelle. C'est la femme, c'est la mère, c'est l'épouse, à la limite c'est la sorcière, c'est l'ensemble de la conception féminine à travers le temps. Donc voilà, si on prend un petit extrait, je vous retranscris, je vous mets devant les yeux, qui provient du catalogue du musée parlant de ses œuvres. Voilà ce que l'on peut lire. Conçue pour être accrochée en hauteur, cette femme crucifiée se présente, offerte aux spectateurs. Entre ses bas, ses porte-jartelles, les jambes largement ouvertes, révèlent un pubis velu, un magma sombre de fil de laine. Comme pour la mariée, sa poitrine est couverte d'objets divers, jouets, fleurs artificielles, etc. Mais à la différence de celle-ci, l'artiste a ici réintroduit la couleur. Par son anatomie aux formes plantureuses, disproportionnées, elle évoque quelques Vénus paléolithiques. Toutefois, ses attributs, les bigoudis, ainsi que son accoutrement, contribuent à ancrer le personnage dans le présent. Cette période correspond à une étape décisive dans l'œuvre de Niki de Saint-Phal, celle de ses premières nanas, donc qui vont glisser par la suite vers une expression extrêmement jouissive, heureuse, si vous voulez, de l'être féminin, qui, à travers la crucifixion ou la mariée, semble encore un peu contenu dans une sorte de carcan.
C'est vrai que cette référence à la dimension de la Vénus paléolithique est accentuée donc par la déformation et par l'attrait pour la partie plutôt liée à la dimension de la fécondité chez l'être féminin. Donc la femme trouve dans le travail de Niki de Saint-Phal une place extrêmement importante. Maintenant, il y a quantité de petits objets qu'elle a placés dans le personnage parce qu'elle a aussi cette dimension assez fétichiste de l'objet qui, par le fait qu'il soit assemblé, associé, pourrait manifester un pouvoir d'exorcisme et quelque part encore un peu dénoncer une société dans laquelle elle ressent une expression de violence, une expression de soumission, voire une expression de mort, que ça soit voilà, une mort physique ou que ce soit une mort qui atteigne, si vous voulez, l'épanouissement de l'individu. Donc, cette phase va évidemment précéder celle qui est peut-être la plus connue par des œuvres qui se trouvent à l'intérieur des sites d'exposition ou à l'extérieur. Vous avez probablement déjà découvert quand vous allez vers le centre Georges Pompidou, il y a sur la place, devant une fontaine de Chantilly dans laquelle se trouve en vis-à-vis justement une nana. Donc là, on a des travaux qui seront réalisés dans des matériaux qui peuvent supporter les variations climatiques et finalement donner une dimension avec des sortes de grands personnages qui pourraient sembler lourds dans leurs proportions et qui ont cette capacité d'être presque aériennes, une sorte d'agilité particulière qui signifie très, très directement l'état d'esprit qui a profondément changé chez Niki de Saint-Phal. Donc là, comme on peut le découvrir par le petit texte, à partir donc d'une conception totalement différente, d'une femme qui est épanouie, qui est heureuse, qu'elle montre toujours dans ses volumes extrêmement généreux parce qu'elle est liée au fait d'enfanter, elle dispense la vie, elle va créer les premières nanas. Donc, je vous disais, elle est conçue en papier mâché au départ, en tissu, et puis progressivement, elle ira vers des matériaux qui sont beaucoup plus résistants, donc du polyester. Elle va toujours utiliser des tonalités extrêmement vives. En même temps, donc, elle rejoint cette idée d'une figure archétypale, donc archaïque, universelle, des personnages qui peuvent sembler rigolos, qui peuvent sembler pour certains ridicules, pour certains peut-être, comme on dit, révulsifs ou même fascinants. Mais donc, il y a une émancipation extrêmement forte que va vivre Niki de Saint-Phal, comme si elle avait réussi, elle avait mis en place une victoire de la vie sur justement toutes les forces obscures de la mort, ces notions de destruction, de violence, dont elle était elle-même totalement victime dans la première partie de son existence. Donc là, les nanas, il y en a évidemment à profusion. En voici justement une grande qui se trouve à la Fondation Ludwig. Il y a les nanas avec un corps, je dirais, clair. Il y en a d'autres comme celle-ci, la Black Nana, sur lesquelles le contraste est très flagrant, évidemment, de l'usage de la couleur vive avec des motifs qui pourraient paraître un peu naïfs, mais extrêmement ludiques. Et vous voyez cette dynamique, même cette idée de suggérer le mouvement du corps par rapport à cette femme dont la tête est ramenée à très peu de choses, les avant-bras, les mains sont à peine existantes. Donc l'idée n'est pas du tout de procurer une anatomie respectée pour le corps, mais au contraire, de le traiter avec des moyens extrêmement simplifiés. Et c'est ce caractère de la simplicité et de l'archaïsme qui va valoriser évidemment l'expression jouissive de cette femme de Niki de Saint-Phal. Donc là, vous pouvez en découvrir en quantité dans les propositions qui sont faites, même à travers des versions en petit format que l'on peut découvrir à titre décoratif. Donc, on a beaucoup usé de cette conception des nanas chez Niki de Saint-Phal, mais elle ne s'illustre pas à partir uniquement de ce moment-là de sa recherche. Ce que je voulais vous montrer aussi, qui est un peu particulier, voilà une nana, mais une nana, je pourrais dire, géante, dans la mesure où c'est un projet
que Niki de Saint-Phal a élaboré avec justement Jean Tinguely, donc son ami, pour un musée, le hall d'entrée d'un musée en Suède. Voilà, je vous donne les renseignements directement. Donc, elle réalise à 3, il réalise, elle, Hon, une énorme sculpture. Donc, elle fait 28 mètres de long, 9 mètres de large. Donc, il y a Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely qui se sont associés à l'artiste suédois Per Olof Hultvedt, peut-être moins connu pour nous, et qui ont cette possibilité d'occuper, si vous voulez, le vaste hall d'entrée du musée de Stockholm en 1966 par cette conception d'une nana, donc Niki de Saint-Phal va concevoir, qu'elle-même va réaliser, va peindre, et qui, pendant la durée d'une exposition, était le lieu obligatoire d'entrée des visiteurs pour accéder aux salles. À l'intérieur de cette nana, il y a 2 niveaux, il y a un bar, il y a une salle de projection. Mais j'imagine que ça peut être un peu particulier que de rentrer dans le lieu d'exposition en devant pénétrer à l'intérieur du ventre de la femme. Donc, l'idée de faire un peu le chemin inverse de celui de notre venue au monde, on retourne à l'intérieur de cet espace de conception. Donc, c'est un projet extrêmement particulier que Niki de Saint-Phal va proposer et dont elle a conçu, c'est pas tout à fait un livre d'artiste, mais elle a gardé la mémoire, si vous voulez, de sa réalisation, parce qu'au terme de l'exposition temporaire, cette vaste installation a été détruite. Et ça a été très difficile, raconte-t-elle, donc pour Niki de Saint-Phal, d'imaginer qu'il n'y ait pas de traces préservées de cette grande sculpture. Il semblerait qu'elle ait conservé la tête de cette nana. Donc, voilà des dessins, si vous voulez, des sortes de plans que l'on peut découvrir, donc qui vous montrent la vastitude. Il y avait des escaliers donc pour circuler à l'intérieur de cette pièce et d'y découvrir donc un endroit où les personnes pouvaient véritablement s'arrêter à l'intérieur de ce corps avant de continuer le cheminement à l'intérieur du musée. Donc ça, c'est très particulier que cette conception en 66. Alors je vous disais, Niki de Saint-Phal doit probablement beaucoup dans ce changement d'état d'esprit, dans cette conception beaucoup plus positive de l'art et de la vie, à Jean Tinguely, donc avec qui elle a collaboré au niveau de la création, mais avec qui elle partageait la vie aussi. Et je voulais vous faire savoir, il existe donc à Bâle un musée qui était complètement dédié à Tinguely, donc au moment de sa mort. Niki de Saint-Phal et d'autres des amis Tinguely ont soumis l'idée de constituer un musée qui présenterait les œuvres que Tinguely a pu élaborer donc en tant que nouveau réaliste dans cette recherche de nouveau axée sur les matériaux, sur des perceptions sensibles particulières. Et c'est Mario Botta, un architecte suisse, qui en a imaginé l'espace. Donc lorsque vous allez donc vers Bâle, au bord du Rhin, donc la ville est traversée par le Rhin, on découvre ce bâtiment qui garde cette tonalité rosée parce que dans Bâle est proche de Strasbourg et on a cette particularité du grès rose des Vosges auquel beaucoup d'artistes ont essayé de rester fidèles en utilisant donc des matériaux dont la tonalité fait écho à cette réalité donc du grès vosgien. Donc cette conception a été déployée entre 1993 et 1996. Jean Tinguely étant décédé en 91. Ceci, l'image que vous avez devant vos yeux, représente la façade par laquelle on pénètre à l'intérieur du musée, mais qui est côté rue, donc voie de circulation assez importante. Donc vous pouvez peut-être vous rendre compte, le musée semble assez,
on pourrait dire aveugle, est assez fermé. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture qui permettent de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, voilà, si je me trouve de l'autre côté, donc en allant vers le Rhin, le musée s'ouvre vers un parc, donc une zone qui en même temps présente des œuvres de Tinguely à l'extérieur. Et vous avez un musée qui est un peu conçu, on pourrait l'imaginer comme un habitat, je dirais presque familial, avec un peu le principe de travées, vous voyez, des espaces, des modules d'espace réguliers qui se répètent entre les murs donc verticaux, qui offrent des grandes salles dans lesquelles on peut découvrir la particularité justement du travail de Tinguely, qui est de construire des machines qui ne servent à rien, je dirais des machines qui en même temps déploient un caractère ludique et se servent de tout un ensemble de matières de nouveau récupérées. Donc, Tinguely, en tant que nouveau réaliste, fait aussi partie de ces artistes qui vont assembler un ensemble donc de déchets métalliques, choses qu'il collecte, parce qu'il y a un élément important dans sa réflexion, c'est que pour lui, la vie, l'existence, est profondément liée à la notion du mouvement. La notion du mouvement, la notion du passage, l'impermanence ou la permanence du changement, quand on va plus vers une conception philosophique et spirituelle, profondément sont vraiment des bases essentielles de la réflexion de Tinguely. Donc, pour lui, sitôt qu'on vient fixer ou figer un élément, il y a une dimension qui est manquante. La vie ne peut pas être exprimée par un arrêt. Donc, chez lui, il y a toujours une recherche du changement, une recherche du mouvement, de la dynamique. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines de ces grandes machines vont elles-mêmes se mouvoir dans l'espace. Donc, elles vont être associées à l'électricité, des petits moteurs qui permettent réellement d'avoir une dynamique. Certaines de ces pièces vont bouger. Ce qui veut dire que si vous n'avez jamais rencontré ces travaux de Tinguely, il est parfois assez étonnant d'être à la limite d'une agression parce que ces rouages métalliques, pièces anciennes, grincent énormément. Quand vous avez des chaînes, donc si la machine se déplace, à un moment donné, elle est arrêtée par des chaînes, elle reprend le mouvement dans l'autre sens. Donc tout ne cherche pas simplement à affecter notre sens visuel, mais notre sens auditif est extrêmement aussi sollicité à l'intérieur des créations Tinguely. Donc ça, c'est une composante qui rappelle aussi que les artistes nouveaux réalistes cherchent des manifestations de sensibilité nouvelles en contact avec la réalité de la vie. Indépendamment de ça, il est très beau aussi d'observer les ombres projetées que vous avez, que ce soit à l'intérieur d'un dispositif, donc dans la salle, une des salles principales du musée Tinguely. Vous voyez les ombres projetées sur les murs. Quand on s'approche de certaines composantes, il y a aussi un caractère extrêmement primitif, archaïque, avec ces structures, ces ossatures qui mêlent le métal à d'autres types de matières. On peut parfois se retrouver un peu comme dans une espèce de grande mise en scène qui sollicite de manière extraordinaire l'imaginaire, qui parle du passage du temps, parce qu'on peut se retrouver face à des structures qui sont un peu comme des ossatures. Et à partir de ce moment-là, on a justement cette évocation du lien entre la vie et la mort. Pourquoi faudrait-il à tout prix se débarrasser de ces objets qui ont perdu leur fonction ? On peut les réutiliser et on peut les reconsidérer d'une autre manière en les replaçant donc dans un dispositif d'un autre ordre. Donc cette façon de donner un second souffle, si vous voulez, aux éléments. Et Tinguely a élaboré des machines, par exemple, qu'il appelle Meta Maxi Utopia. Donc, comme il dit, il crée des machines. Vous voyez ici avec cette notion d'engrenage, cette notion de cercle, donc métallique, de pneu,
possibilité d'avoir des échelles qui permettent donc aux enfants notamment de monter, de se déplacer, de jouer à l'intérieur des structures. Et vous voyez aussi sur la partie droite de l'image, il y a un ancien cheval de bois qui provenait donc d'un théâtre qui malheureusement a disparu à Bâle, et Tinguely ne pouvait pas imaginer que tout le décor de cet ancien théâtre soit détruit. Donc il a récupéré pas mal de choses, et à partir de ce moment-là, il a construit ces structures, invitant les enfants à rester dans cet univers voilà, du rêve, du jeu, de l'imaginaire. Ce qui est important pour lui, c'est que donc ces manifestations du rapport entre la sculpture et l'humain signifient justement l'expression du vivant. Vous voyez, la couleur est aussi omniprésente. Et ce que j'avais un jour trouvé comme petite explication de départ pour Jean Tinguely était celle-ci. C'est dans les forêts des environs de Bâle que Jean Tinguely réalise ses premières œuvres métamécaniques. Des roues avec effet sonore qu'il installe le long des ruisseaux. Plus de 20 petites roues qui tournent à vitesse variable selon la force du courant et qui actionnent de petits marteaux qui frappent sur des boîtes de conserve rouillées, laissant s'échapper dans la nature des sonorités diverses. L'installation s'étend sur une centaine de mètres, une roue rythmique tous les 5 ou 6 mètres, perturbant et interpellant le promeneur solitaire. Fragile et éphémère, l'installation finit par s'évanouir. C'est une révélation, et Tinguely ne se séparera plus jamais de ses sculptures animées. Ceci pourrait être le point de départ, vous voyez, de manifestations qui se font de manière tout à fait non officielle, incongrue, par rapport aux caractéristiques d'un lieu, et où en déposant des éléments, en utilisant évidemment la force de l'eau, il crée cette dynamique, ce mouvement. En même temps, il étonne, il interpelle la personne qui passe à cet endroit, et puis il accepte la dimension donc du passage du temps qui irait jusqu'à l'anéantissement, la destruction de son travail. Donc la création englobe cette dimension de destruction qui fait partie de la vie et qui peut être le départ d'une nouvelle création. Donc là, on a vraiment cette notion de cycle qui est important pour Jean Tinguely, qui permet en même temps d'imaginer des variations infinies, puisqu'on peut toujours reprendre, redisposer à travers les différents moments de ces phases créatives. Donc c'est un peu l'expression, si vous voulez, du mouvement, de la puissance sans fin, du flux, du reflux, si vous voulez, universel, donc de ce qui existe, du monde du vivant. Par exemple, dans certains espaces publics, je vous citais pour Paris, mais si on se trouve voilà, dans la ville de Bâle, il y a notamment un endroit à travers lequel on peut découvrir plusieurs sculptures réunies de Jean Tinguely qui utilisent également l'eau, donc qui mettent en mouvement, un peu comme des fontaines assez particulières dans l'imaginaire, ce principe donc de la dynamique de l'eau qui ne peut qu'en même temps solliciter les personnes à s'arrêter, à s'inscrire dans une dimension du temps qui est assez différente. Alors, on nous dit, donc ces créations évoquent avec humour les efforts inutiles que l'homme fournit. Il y a aussi une réflexion intéressante chez Jean Tinguely par rapport à la machine. La machine, l'industrialisation, cette capacité que nous avons à produire, à toujours exiger plus, mais en même temps, où se trouve la vraie valeur de l'existence? Il y a chez Tinguely cette disposition un peu contemplative qui est proposée aussi par donc cette dynamique lente ou plus accélérée, calme ou plus bruyante de ces mécanismes que l'on peut découvrir isolés ou regroupés à l'intérieur de différents endroits, donc publics ou dans les musées ou galeries aussi à destination donc des visiteurs.
Il dit ceci: j'ai toujours été en contact avec Dada. Donc, si vous vous souvenez, les dadaïstes, ce regroupement d'artistes intellectuels, hommes de lettres au moment de la Première Guerre. Donc, les dadaïstes m'ont aimé, se sont intéressés à mon travail. Et après coup, j'ai pu me rendre compte à quel point mon intérêt pour Dada était évident. Parce qu'au moment où j'avais quitté la peinture abstraite géométrique, donc avant de se tourner vers la pratique de la sculpture, et que j'avais mis en mouvement les éléments géométriques de cette peinture pour aller plus loin, on m'a assez vite traité de dadaïste. Donc là, c'est le principe de l'assemblage, de l'association, un peu, on pourrait dire, désorienté, parfois complètement, comment je dirais ça, farfelu dans ce qu'il peut mettre en œuvre, mais aussi parce qu'il dit « je partage avec Dada une méfiance certaine à l'égard du pouvoir ». On n'aime pas l'autorité, on n'aime pas le pouvoir, c'est une attitude politique sans qu'il faille pour cela fonder un parti politique. Donc, ce qui est peut-être moins directement perceptible, et qui pourtant est là, à l'initiative de l'intention de Tinguely, c'est qu'agissant de cette manière-là, il affirme d'une certaine manière sa position de remise en question, de remise en cause d'un système, de ce qui serait imposé, de ce qui serait dans les normes. C'est une manière un peu de jouer avec une certaine forme de limite qui serait imposée par les dirigeants, si vous voulez, le politique, comme Dada aussi a remis en cause certaines valeurs au moment de la Première Guerre. Voilà une autre machine un peu particulière, ce qu'il appelle un cyclograveur, métamatique ou sculpture animée. Donc, c'est toujours cette même idée d'avoir rassemblé quantité de petites pièces métalliques. Donc, vous pouvez vous rebaser, par exemple, sur les cercles. Vous voyez, un ensemble de rouages, donc de roues de diamètres différents, de manière à constituer des sortes de vélos. Vous avez, à partir de là, un système donc de possibilités de venir mettre en mouvement cette sorte de machine qui a la capacité, comme on nous dit, de dessiner automatiquement. Donc, sur la partie gauche, vous voyez une feuille s'échappe de la peinture qui, en fonction donc de la dynamique, de la rapidité, de la lenteur, un peu du principe de pédale, si vous voulez, qui mettrait en mouvement les roues, viendrait proposer donc un dessin coloré, circulaire. Alors, il nous dit donc ingénieuse machine à dessiner automatiquement qui libère de tout contrôle humain et jette la confusion dans le face-à-face entre l'homme et sa création. Donc, un travail est créé uniquement par une machine constituée par Tinguely d'un ensemble d'éléments réunis et qui a cette capacité à produire un dessin. Donc, à partir de là, que se passe-t-il dans la relation de dépendance, dans la relation qui permet à l'homme de s'épanouir, qui est en même temps liée à une certaine manifestation créative? Donc, voilà les questions qui sont formulées par Jean Tinguely à travers ses conceptions. Donc, ce n'est pas simplement le principe d'être, entre guillemets, un bricoleur extraordinaire, c'est aussi de nous mettre devant la réalité du phénomène de l'industrialisation, de la mécanisation. Il n'est pas le seul, hein, puisqu'on a déjà eu l'occasion de parler de cela avec d'autres nouveaux réalistes au cours précédent. Il dit « La machine, elle est pour moi de toute façon un instrument qui me permet d'être poétique. Si vous respectez la machine, si vous rentrez dans le jeu de la machine, peut-être qu'on a une chance pour faire une machine joyeuse. C'est-à-dire par joyeuse, je veux dire libre. Ce serait une possibilité merveilleuse. » Le caractère continuellement changeant de l'œuvre d'art, l'incorporation dans celle-ci du facteur temps, qui est parfois considéré comme la quatrième dimension, traduisent l'abolition des principes artistiques traditionnels. C'est aussi en cela qu'il est proche de Dada. Cela signifie un abandon total des valeurs sacrées de l'art antérieur. On conteste le but ultime de celui-ci, qui sera la beauté accomplie et l'ordre éternel. Le mouvement perpétuellement variable est une manifestation du hasard,
considérée jusque-là comme la réalité la moins artistique que l'on puisse imaginer. Au lieu de l'ordre établi, achevé, se propose la beauté du changement perpétuel. Donc ce petit texte condense un peu cette relation particulière qu'a Tinguely avec le temps, avec le changement, avec le cycle permanent, avec l'intégration justement de l'aléatoire et du hasard, qui jusqu'au début du XXe siècle n'étaient pas du tout des critères qui étaient favorablement utilisés par l'artiste dans la création dite des beaux-arts. Voici encore une conception méta-harmonie 2. Donc ça, c'est une grande structure articulée en 3 temps. Vous voyez, beaucoup de ces sculptures, quand on les découvre au musée de Bâle, on voit qu'elles sont placées sur des petits trous. Donc vous avez un moteur, vous avez la présence de l'électricité, et donc le mécanisme, de nouveau, permet à un moment donné de découvrir un fonctionnement avec ici une répercussion sonore. Il y a l'introduction d'instruments de musique. Donc si je vous montre la partie de gauche, vous voyez peut-être déjà, il y a un piano qui se trouve, donc je vous remets, vous voyez là, dans la moitié inférieure, la surface noire, un piano, et sur ce piano apparaissent des petits personnages, l'évocation notamment de Pinocchio, puis vous voyez qu'il y a aussi une sorte de sabot, et en fait ces deux éléments vont à un moment donné, en fonction de l'enchaînement des rouages, venir frapper le piano, et à partir de là, donc créer un son. Donc il a mis en œuvre en fait des instruments de percussion. Dans le deuxième, si vous regardez la partie inférieure, dans le volet central, la partie inférieure, entre les deux roues, la brunâtre et la rougeâtre, vous avez un tambour, succession de 2 tambours. Là aussi un effet donc de percussion. Je veux dire, là on peut très bien, à partir de l'angle photographié de l'œuvre, découvrir l'usage de ces instruments de musique. Donc là aussi, on ne sait pas exactement à quel moment, évidemment, le son va se produire. Et dans cette idée, si vous voulez, de ce travail d'assemblage, de création de grandes machines qui dépassent évidemment aussi le contrôle humain, dès 1960, Jean Tinguely avait imaginé réaliser dans les jardins du MoMA, donc du musée d'art moderne de la ville de New York, une gigantesque machinerie dans laquelle il vient prendre place, avec également la présence d'un piano qu'il appelle Hommage à New York. Et ce qui était possible, c'est qu'à un moment donné, il y ait une pièce qui ait un comportement, une attitude un peu particulière, si vous voulez, qui se dérègle et qui entraîne un effet destructeur. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'une des pièces va créer un incendie et l'ensemble de la machinerie donc va se détruire. Donc là, il s'agit d'une sorte d'installation-action parce que le contexte nous raconte, de nouveau là je me réfère à Laurence Bertrand d'Orléac que je vous ai déjà cité, qui écrit « Si la critique se demande, comme à Paris, s'il s'agit bien d'art, l'action de Tinguely au MoMA est consacrée, ne serait-ce que par la présence d'un public enthousiaste qui se trouve présent à ce moment-là, en 60, les encouragements formulés donc par Marcel Duchamp, Jasper Jones ou Rauschenberg, 2 représentants du pop art, la durée très courte de l'événement, une demi-heure, amplifie l'esprit gratuit de l'engin qui finit en débris que les témoins se partagent en laissant le reste aux poubelles. Comme ces autres machines, celle-ci crache dans un vacarme assourdissant. Il y a une cadence infernale à la fois de la peinture, une épaisse fumée blanche vers le public, le son du piano, un bruit de radio et de l'essence qui va donc enflammer le piano.
Le feu gagnera l'ensemble qui finit dans le bruit des flammes sous les yeux ahuris des spectateurs. Donc les pompiers se joindront pour éteindre l'incendie. Alors, le sens de l'action demeure ouvert et rien ne devrait laisser entendre qu'elle est d'un bloc et sans l'ambivalence de toute l'œuvre de Tinguely. Avec le recul, il a pourtant lui-même insisté sur la référence à l'Apocalypse sous la forme d'un suicide ironique, reconnaissant par ailleurs que l'on était moins à la fin d'une civilisation qu'au début d'une ère fondée sur le mouvement, quand les civilisations anciennes avaient cru à l'éternité. Donc voilà une transposition un peu métaphorique que met en œuvre Jean Tinguely avec cette machine qui contient dans sa création cette possibilité de s'auto-détruire, ce qui arrivera. Ce qui lui permet donc de déployer cette lecture différente. Anciennement, on imaginait que tout devait être, se perpétuer, être immuable, ne jamais changer, résister au temps. Et Jean Tinguely, artiste nouveau-réaliste, contemporain du changement du fonctionnement de la société des années 60, est convaincu qu'à l'inverse, le mouvement, le changement, le renouvellement, donc la destruction et la recréation, sont véritablement les expressions les plus particulières de ce dont il est le contemporain. Donc voilà la raison pour laquelle il travaille de cette manière-là.